Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Cette semaine, on parle bien sûr de la crise des migrants, le grand marchandage. Les Européens qui rejettent les migrants vers la Turquie. L'homme de la semaine, c'est lui, Ahmet Davutoglu, le Premier ministre turc. À Bruxelles, les 28 ont longuement discuté d'un plan d'action. Ils sous-traitent à Ankara la gestion des migrants. Un nouveau conseil est prévu les 17 et 18 mars pour finaliser l'accord entre l'Europe et la Turquie. Ankara réclame 3 milliards en plus des 3 milliards déjà consentis et la libre circulation de ses ressortissants dans Schengen. L'actualité, c'est aussi Manuel Valls qui veut modifier le code du travail en France. Un autre pays européen a lancé un train de réforme, c'est l'Italie. Son Premier ministre a d'ailleurs affiché une forme de complicité, de similitude avec le Premier ministre français. C'est l'Italien Matteo Renzi. Réforme du Sénat italien, réforme du marché du travail en Italie. Alors, Manuel Valls, Matteo Renzi, même méthode. C'est ce qu'on va voir en seconde partie d'émission avec nos invités. Sylvie Goulard, eurodéputée de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Avec Mercedes Bresso, elle est eurodéputée italienne, membre du Parti démocrate, le parti de Matteo Renzi. Ça tombe bien. Mais d'abord, retour sur ce sommet de Bruxelles. Il est peut-être en train d'accoucher d'un dispositif sans équivalent. La Turquie propose de reprendre tous les migrants qui quittent ses côtes. En échange, l'Europe ouvrirait un canal d'admission régulier depuis le territoire turc et porterait aussi son aide à 6 milliards d'euros. Regardez. Tous sourire, Ahmet Davutoglu, au centre des discussions. Le Premier ministre turc le sait, il est en position de force à Bruxelles. Il a fait une proposition de taille. La Turquie s'engage à reprendre tous les migrants qui auraient franchi les mailles du filet et qui arrivent en Grèce. Les migrants économiques, mais aussi les réfugiés syriens. Une fois ramenés en Turquie, les migrants économiques seraient expulsés par Ankara vers leur pays d'origine. Sur le sol turc, les réfugiés syriens, eux, seraient pris en charge par l'Union européenne, qui aurait un guichet d'admission en Turquie et non plus en Grèce. Nous avons pris une décision audacieuse, comme je l'ai dit, en acceptant tous les migrants illégaux venant de Turquie en respectant leurs origines. Et nous les accepterons en vertu du principe selon lequel, pour chaque Syrien réadmis en Turquie depuis les îles grecques, un autre Syrien sera réinstallé en Europe. L'Union européenne irait rechercher en Turquie les vrais réfugiés de guerre syriens et s'engage à faciliter leur installation légale sur son territoire. Objectif, dissuader les migrants de prendre des risques et de payer des passeurs pour traverser la mer Égée. Ce plan proposé par les Turcs a été salué par les 28. S'il est accepté, il prendra effet dès le 1er juin. Le Premier ministre turc a confirmé s'être engagé à accepter le retour rapide de tous les migrants allant de Turquie vers la Grèce, ceux qui n'ont pas besoin de protection internationale. Toutes les décisions que nous avons prises aujourd'hui envoient un message très clair. Le temps de l'immigration irrégulière en Europe est révolu. Un plan qui a son prix. La Turquie réclame non plus 3, mais 6 milliards d'euros pour l'aider à prendre en charge ces réfugiés. Ankara exige la suppression des visas pour les Turcs qui souhaitent se rendre en Europe, et ce, dès le mois de juin prochain. D'accord, dit-on à Bruxelles, mais c'est du donnant-donnant. Dès lors que la Turquie fait ce geste, mène cette politique, conduit cette orientation avec rigueur, alors il peut y avoir ce qu'on appelle une libéralisation des visas pour les Turcs, mais selon les règles qui ont été fixées dès l'origine, ce qu'on appelle la feuille de route visa. Enfin, la Turquie demande l'accélération du processus d'adhésion à l'Union européenne. Sur tous ces points, il y a des réticences des États membres. Les 28 se sont donc donné 10 jours avant de signer et d'officialiser leur nouvelle relation avec Ankara. Voilà.
Voilà, nous ont rejoint sur ce plateau Sylvie Goulard. Bonsoir, vous êtes eurodéputée de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. En France, vous avez été élue sous les couleurs de l'UDI et du Modem. À vos côtés, Mercedes Bresso. Bonsoir, vous êtes eurodéputée italienne, membre du groupe socialiste et démocrate. En Italie, vous avez été élue sous les couleurs du Parti démocrate, le parti du président du Conseil des ministres, Matteo Renzi. Alors, on vient de voir le reportage. Les migrants, c'est le gros dossier. L'Europe voudrait que la Turquie récupère une partie des migrants qui sont en Europe et que le filtrage se fasse en Turquie. Est-ce que c'est une bonne solution, Sylvie Goulard? Bonsoir. Je crois que d'abord votre reportage est utile parce qu'il fait bien la différence entre migrants et réfugiés. Ce qui est rarement fait dans le débat public. On est confronté à deux types de situations différentes. Les réfugiés sont les personnes qui fuient la guerre, par exemple en Syrie, et qui ont droit, en vertu de conventions internationales, à une protection. Les autres sont des personnes qui vont chercher un avenir meilleur. Je dirais d'ailleurs qu'en soi, ce n'est pas non plus forcément répréhensible, mais qui se trouvent dans une autre situation juridique. La vraie difficulté, si j'ose dire, s'agissant d'êtres humains, on parle d'êtres humains, c'est d'opérer ce type de tri. Qu'on le fasse en bonne intelligence avec la Turquie pour éviter que les passeurs mettent dans des rafiaux des personnes qui vont se noyer, c'est plutôt une bonne chose. Je suis un petit peu sceptique sur cette capacité à prendre des gens, à les ramener, à les renvoyer. La mise en œuvre pourrait se révéler beaucoup plus délicate qu'on ne croit. Mercedes Bresso, vous ne contestez pas la philosophie du projet, puisque d'une certaine manière, c'est les migrants économiques et les réfugiés de guerre aussi qui sont refoulés en Turquie. Puisque là, c'est la Turquie qui va filtrer. Alors, sûrement, je ne pense pas qu'on puisse prendre un accord pour renvoyer ceux qui sont déjà arrivés, qui ont été enregistrés ou qui sont en train d'être enregistrés en Grèce. Mais l'accord doit valoir pour le futur. Donc, ça doit être clair qu'on ne peut plus traverser la mer et se présenter d'une façon, d'une façon illégale et surtout que l'objectif de cet accord, si on le fera, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore, l'objectif c'est d'éviter de plus en plus de stopper complètement, couper les jambes à la spéculation, au trafic des migrants. Ça c'est quelque chose de totalement inhumain qui a produit des milliers de morts en Méditerranée et essayer de le stopper, c'est très positif. On a besoin de la garde frontière, d'un système de police commune européenne donc Frontex énormément renforcé, qui pourrait, avec la Turquie, faire cette sélection d'une façon qui garantisse les droits de ces personnes. Sylvie Goulard, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les valeurs aussi européennes, notamment sur le droit d'asile? On avait dit que le droit d'asile, ça devait être traité, les demandeurs d'asile devaient être traités de façon individuellement. Là, c'est des refoulements massifs. Ce côté individuel n'existe plus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les valeurs européennes? Il est évident que la question du traitement des réfugiés, vu leur masse et vu ce qui est en train de se passer, crée évidemment des tensions avec une vision qu'on pourrait souhaiter beaucoup plus respectueuse de la personne humaine. Je crois qu'il faut se garder de simplifier, parce que le yaka, faire mieux, c'est un peu facile. En revanche, moi, il y a une chose qui me frappe, si je puis me permettre, dans les relations avec la Turquie, c'est que ça ne me semble pas devoir être une raison pour relancer de manière subreptice et dans le dos des citoyens européens le processus d'adhésion dont Jean-Claude Juncker avait dit dans l'hémicycle du Parlement européen qu'il ne progresserait pas dans les 5 ans où il serait président de la Commission européenne. Et deuxièmement, il y a une chose beaucoup plus fondamentale sur les valeurs, justement. La Turquie est membre depuis 1949 du Conseil de l'Europe. La Turquie est censée respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Ça vaut à la fois pour la dignité des personnes humaines, ça vaut pour la liberté de la presse. Je suis stupéfiée que personne parmi nos dirigeants ne fasse allusion fermement, on est à Strasbourg, juste à côté du siège de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment la France, pourrait beaucoup plus souligner que ce n'est pas pour faire plaisir à l'Union européenne pour y adhérer que la Turquie doit respecter les droits de l'homme. La Turquie est membre de la Convention européenne des droits de l'homme depuis 1949. Ça a été dit par notre Premier ministre. C'est le seul qui a prétendu que cette phrase soit insérée dans le texte de l'accord, du projet d'accord. Concernant notre sujet, en tout cas, la crise des migrants, le président turc dit que lui, il respecte les droits de l'homme puisqu'il sauve les migrants qui risquent de se noyer dans la mer avec ces bateaux. Il l'a dit, c'est du donnant-donnant. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a pris la parole lors d'un meeting. Il a reproché
à l'Union européenne sa lenteur à débloquer un fonds d'aide de 3 milliards d'euros pour freiner le flux migratoire vers l'Europe. 3 milliards destinés aux 2 700 000 réfugiés syriens vivant en Turquie. On l'écoute, il était très virulent et on réagit juste après. Aujourd'hui, il y a 3 millions de réfugiés dans notre pays, en Turquie. Et nous avons dépensé 10 milliards de dollars pour ces 3 millions de personnes jusqu'à maintenant. Ces dépenses peuvent être prouvées, j'ai les factures, et c'est sans compter l'aide des municipalités et des ONG. L'Union européenne nous avait promis 3 milliards d'euros. Cela fait maintenant 4 mois, et on attend toujours qu'ils nous le donnent, cet argent. Le Premier ministre Davutoglu était à Bruxelles, j'espère qu'il reviendra avec cet argent, les 3 milliards. Regardez, d'un côté, ils nous disent « les migrants ne doivent pas rentrer en Europe ». Ok, on est d'accord, mais ce n'est pas nous qui les envoyons. Ils viennent de la mer et malheureusement, la plupart d'entre eux y meurent dans cette mer. Jusqu'à maintenant, on a sauvé à peu près 100 000 migrants, sauvés de la mer, grâce à nos navires. Ce qui les tue, c'est leur embarcation de fortune. La plupart des migrants meurent durant la traversée. Nous, on les sauve. C'est là où nous sommes différents avec les Européens. Notre façon de traiter les êtres humains. Erdogan qui se moque un peu de l'Europe, qui laisserait mourir les migrants en mer, alors que la Turquie, elle, les sauve avec ses navires. Erdogan, c'est le bon partenaire. Non, mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, parce qu'on est tombé dans un piège dans cette affaire. On fait comme si la question des conséquences de la déstabilisation de cette région, la Syrie, mais qui est aussi une conséquence de la guerre en Irak, etc., était la responsabilité des Européens. Et que aussi bien M. Erdogan que d'autres qui ne prennent pas leurs responsabilités peuvent rejeter le blâme sur nous. C'est absolument faux, c'est un problème mondial. Où sont les États-Unis? Où sont les autres pays arabes? Où sont éventuellement les Russes et d'autres pays des Nations Unies? Donc premièrement, il faut bien répéter à M. Erdogan et à d'autres que l'Europe attire par sa prospérité et aussi par ses valeurs, qu'elle fera ce qu'il faut, mais qu'elle n'est pas du tout la seule en cause. Deuxièmement, les leçons de droits de l'homme par M. Erdogan, je pense qu'il faut gentiment le remettre à sa place. Ouais, je suis d'accord. Je viens d'un pays qui en a sauvé beaucoup plus que la Turquie. Donc ce n'est pas vrai que l'Europe ne sauve pas l'Italie, ne sauve pas les migrants en mer. Et actuellement, il y a toute l'Europe qui aide l'Italie et la Grèce à sauver justement en mer les migrants qui souvent sont poussés par les côtes turques et par des trafiquants turcs. Ne l'oublions pas. Je crois qu'une des raisons positives de cet accord sera le fait que la Turquie agira non plus pour les pousser vers la Grèce, mais pour traiter sur son territoire la question des migrants sans essayer de les pousser vers d'autres pays. Cela dit, je crois que est-ce que c'est un pays sûr, la Turquie? Refouler les migrants économiques et les réfugiés de guerre vers la Turquie, est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'est un pays sûr en matière de droits de l'homme? En matière de droits de l'homme, ce n'est pas un pays sûr, mais comme Sylvie le rappelait, elle fait partie elle a signé la Convention des droits de l'homme et ne l'oublions pas, elle est en train d'héberger presque 3 millions de personnes, de réfugiés. Ça, il faut le lui reconnaître. Il le disait. Donc, on a dépensé 10 la question, c'est éviter que les migrants arrivent en Europe d'une façon dramatique et tragique pour eux, en essayant à travers des bateaux qui très souvent n'arrivent pas, qui coulent, en essayant d'arriver en Europe à force. Là, on leur dit, on traite ici votre question, mais il faut que l'Europe y soit, on ne peut pas laisser ça seulement à la Turquie. On traite ici votre demande et si vous êtes accepté, vous venez en Europe et on organise la distribution. Là, il y a aussi, l'accord doit comprendre la distribution des migrants. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est des migrants des réfugiés qui vont vers l'Europe, non plus vers la Grèce ou l'Italie ou la Croatie, ils vont vers l'Europe, donc il faut qu'on les redistribue. Depuis la Turquie, Sylvie Goulard. Non, je voulais juste indiquer aussi qu'on parle beaucoup de la Turquie ces jours-ci, mais vous avez 2 autres pays de la région qui sont le Liban et la Jordanie, qui fournissent depuis des années un effort considérable
et qu'il faut aussi garder ceci à l'esprit. Donc, encore une fois, ce n'est pas un problème. On parlait de l'accord germano-turc. Ce n'est pas uniquement l'Europe, enfin l'Union européenne et la Turquie, c'est un problème global situé dans une région particulièrement déstabilisée et pour laquelle il faudrait trouver des solutions qui impliquent d'autres acteurs. Quand les Russes vont bombarder certaines régions de Syrie en créant des flux de réfugiés, que M. Erdogan avait ouvert ses frontières de manière à les faire rentrer en Turquie pour avoir une monnaie d'échange avec l'Europe, je crois que tout ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir aussi à l'esprit. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la Libye aussi. Sur notre accord, sur cet accord qui serait finalisé dans une semaine, c'est un accord ou c'est du marchandage? Parce qu'on a vu les contreparties, elles sont... C'est pas rien, plus de visas pour les ressortissants turcs en Europe. Ça, c'est intéressant. Oui. Parce ça va être possible, ça, et quand on connaît la population de la Turquie... Oui, 80 millions. Exactement, c'est-à-dire l'équivalent de l'Allemagne. Je ne suis pas sûre qu'à moyen terme, les conséquences pour tous les gens qui, entre guillemets, c'est pas mon cas, mais ont peur de l'invasion de personnes venant de cette région-là, la négociation soit très favorable. Donc encore une fois, vous pensez qu'on va avoir un flux de gens venant d'Anatolie en Europe? Une autre migration, une nouvelle migration avec cette libéralisation du visa? Il est notoire quand même. Il y a 72 critères, il y en a beaucoup quand même. Il est notoire qu'il y a quand même un certain nombre de demandes, qu'il y a par exemple dans certains pays comme l'Allemagne ou comme l'Alsace où nous trouvons des communautés turques assez importantes qui peuvent drainer de la famille, etc. Donc je pense encore une fois, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit et c'est pour ça qu'il faut attendre de voir si l'accord sera conclu. Bon, ça c'est en tout cas, ce ne sera pas un accord qui augmente les possibilités de migration, c'est un accord de libre circulation qui va avec un processus qui est, c'est vrai, est interrompu, mais un processus qui dure depuis longtemps d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Moi, personnellement, je suis favorable à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne si elle pourra démontrer de respecter vraiment les droits de l'homme, la liberté de la presse. Donc, ça, on sait qu'on a vendu cette adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et naturellement, ce ne sera pas pour demain. Ce ne sera pas pour on sait qu'on a vendu cette adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je pense que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'adviendra jamais. Très sincèrement, je pense que les conditions ne sont pas requises et que, surtout, le problème, ce n'est pas la Turquie, c'est l'autre partie. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de faire rentrer la Turquie dans le premier cercle de l'Union européenne, cela le détruirait totalement. Après, si on s'oriente notamment, vu ce qui se passe avec le Royaume-Uni, vers une Europe qui pourrait être composée d'un cercle plus étroit, plus intégré politiquement, et d'un deuxième cercle beaucoup plus lâche, à ce moment-là, des pays comme la Turquie, l'Ukraine, les Balkans ont peut-être vocation à y entrer. Mais j'espère en tout cas, parce que j'ai pris position là-dessus il y a des années, qu'on ne va pas nous refaire en douce le coup de l'adhésion de la Turquie. C'est un sujet trop important pour le glisser dans les valises des réfugiés, si j'ose dire. Oui, alors là, il faut quand même que je dise une chose. Très rapidement, je pense qu'effectivement, on devra avoir une Europe à deux vitesses, une Europe politique et une Europe élargie qui devra donner réponse à tous les pays des Balkans qui attendent d'entamer un processus d'adhésion. Et donc, puisque je suis d'accord qu'on ne peut pas imaginer une Europe politique avec tous ces pays, on a besoin d'une Europe premier cercle, politique fédérale intégrée, et d'une Europe large qui sera essentiellement un grand marché, mais non seulement un marché, un lieu aussi, on respecte les droits de l'homme et les critères d'adhésion à l'Union. Voilà pour le dossier des migrants. L'autre actualité en France, c'est Manuel Valls qui va tenter de modifier le Code du travail. Un autre pays européen a lancé un train de réforme, c'est l'Italie. Son Premier ministre a d'ailleurs affiché une forme de complicité, de similitude avec le Premier ministre français. C'est l'Italien Matteo Renzi. Comme Manuel Valls, le président du Conseil des ministres italien est prêt à bousculer pour gouverner. Un exemple, sa réforme du Sénat pour plus de stabilité gouvernementale. Un Sénat qui passe de 315 à 100 sénateurs et qui n'a plus le dernier mot. Le reportage à Rome de François Goulin. Il l'a fait. Matteo Renzi a réussi ce que les Italiens croyaient impossible. Faire voter par les sénateurs eux-mêmes une révolution de leur vieille institution. Le Palazzo Madama, siège du Sénat à Rome, est depuis des années source d'instabilité permanente, bloquant les lois, refusant la confiance au gouvernement et contraignant parfois un Premier ministre à la démission. Matteo Renzi, lors de sa prise de fonction, avait annoncé la couleur devant les sénateurs.
Notre pays est rouillé, c'est un pays embourbé, enchaîné par une bureaucratie asphyxiante. Je vais vous le dire avec la franchise qui me caractérise, je veux être le dernier président du Conseil à demander la confiance à cette Assemblée. Le pavé dans la mare avait fait des remous dans le monde politique italien. Mais 2 ans plus tard, la réforme est passée. Les sénateurs ont accepté d'être 3 fois moins nombreux et que ce soit l'Assemblée qui ait le dernier mot lors du vote d'une loi. On aura un nouveau Sénat composé de conseillers régionaux élus par les citoyens. Aujourd'hui, les sénateurs sont 315, ils seront désormais 100, et ces conseillers régionaux s'occuperont principalement des sujets concernant les entités territoriales. La navette parlementaire sera du coup grandement simplifiée, le passage entre l'Assemblée et le Sénat, la fameuse double lecture. Mais comment le président du Conseil s'y est-il pris pour faire ce tour de passe-passe institutionnel avec des sénateurs qui posent leur propre tête sur le billot? Pour convaincre les sénateurs, Matteo Renzi leur a mis la pression en leur tenant le discours suivant. Vous avez l'opportunité de faire prendre au système politique un virage historique. Il leur a répété à plusieurs reprises. Il cherchait en fait à mobiliser leur conscience politique. Les sénateurs ont fini par penser qu'ils pouvaient être les acteurs d'un changement que les Italiens attendent depuis 40 ans. Sur la place Sant'Eustachio, le rendez-vous des politiques pour le traditionnel café du matin, certains ont du mal à avaler la réforme. Surtout, le président de la commission, censé examiner le texte, mais court-circuité par le Premier ministre. Les réformes constitutionnelles doivent obligatoirement être discutées en commission. Renzi est passé au-dessus des lois. Il a emmené la réforme directement dans l'hémicycle. Il est passé outre les règles pour exercer une forme de dictature. Lui, il n'est l'élu de personne, il n'a aucun électeur. Il est issu des métiers de la communication. Il n'a pas la force du nombre, il a la force dictatoriale de faire ces gestes inconstitutionnels. Matteo Renzi a porté la discorde jusque dans les rangs de son parti démocrate. C'est grâce aux voix de la droite berlusconienne et de l'extrême droite qu'il a fait voter sa réforme. Certains auraient préféré la suppression pure et simple du Sénat, car il apparaît à leurs yeux comme une coquille vide. Plus personne ne touchera au Sénat à présent. Il restera tel qu'il est, quelque chose à mi-chemin entre un musée, un cimetière des éléphants et une chambre d'influence pour conseillers régionaux qui veulent encore compter à Rome. Ils deviendront des hommes politiques au milieu de tous les autres, les plus invisibles auprès des électeurs italiens. Dernière étape pour le texte, un passage devant l'Assemblée au mois d'avril, une formalité vu la majorité confortable qui soutient le gouvernement. Mais Matteo Renzi a promis un référendum pour inscrire la loi dans la Constitution. Il aura lieu en octobre 2016 et pour lui, c'est quitte ou double. Si c'est le non qui l'emporte, il démissionne. Voilà un reportage de François Goulin. Est-ce qu'il a eu raison de réformer le Sénat, Matteo Renzi? Absolument. Malgré ce qu'on a entendu, il y avait un accord depuis très longtemps à l'intérieur de notre parti et en réalité dans une large partie de l'opinion publique et des partis au Parlement de réformer le Sénat sur base régionale, donc d'en faire un Sénat des régions et des collectivités territoriales, un peu sur le modèle du Bundesrat, mais sans les exécutifs, mais avec des élus régionaux et locaux. Donc c'est tout à fait ce qu'on voulait et je crois que le peuple italien confirmera par le référendum, qui d'ailleurs est prévu par la Constitution dans ce cas, le résultat. Moi je suis parfaitement satisfaite, je crois que ça c'est des petits jeux politiques ce qu'on a entendu. Sylvie Goulard, Matteo Renzi, Manuel Valls, c'est les frères jumeaux de la social-démocratie européenne? Il faudrait que M. Valls fasse le même genre de réforme que M. Renzi, et là on pourra dire. Alors il y a la réforme du Job Act, la réforme du marché du travail pour simplifier. Non, Monsieur Renzi a réussi plusieurs choses. Après, il y a des aspects sur lesquels on peut se poser des questions, mais factuellement, il a rajeuni la classe politique de son pays et il a fait un certain nombre de réformes, dont celle centrale dont vous venez de parler. Je ne sais pas si les Français savent ce qu'est le Job Act, mais en gros, c'est une réforme du droit du travail du type de celle que Manuel Valls est en train de tenter et qui, à mon avis, va dans le bon sens.
La différence, c'est qu'on peut se demander si en France, on ira jusqu'au bout. Il y a plus de CDD, mais il y avait plus de CDD, des CDI. L'idée, c'est aussi de faciliter le licenciement de manière à ce que les entreprises n'aient pas peur d'embaucher. Parce que ça, c'est une des choses qu'il faut répéter aux Français. Il est faux de dire qu'il n'y a pas de lien entre les modalités du licenciement et les modalités de l'embauche. Si une entreprise, à un moment donné, sait qu'elle est prisonnière pour jamais avec un salarié recruté sur une mauvaise base ou avec un retournement de conjoncture, c'est défavorable pour l'emploi. Donc il y a un lien entre la possibilité de licencier, qui ne doit pas être non plus excessive, et la possibilité d'embaucher. Oui, ça a été... on a des chiffres, Mercedes Bresso. Ouais. C'est bien sur le front du chômage que le bilan de Matteo Renzi et de Manuel Valls diverge le plus, car depuis plus d'un an, le chef du gouvernement italien a réussi à faire baisser ce fléau de la péninsule. 13,1% en 2014, on passe à 11,4% en 2016, alors qu'en France, le chômage était moins élevé. Il n'a quasiment pas baissé sur la même période, à 9,9%. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi modifié la qualité du travail, parce que les travaux à temps indéterminé, les emplois à temps déterminé, augmente et diminue un peu ceux à temps déterminé. Donc, le Job Act fait son boulot, qui n'est pas seulement celui de faire augmenter les emplois. Les emplois augmentent s'il y a croissance. Et donc, c'est d'autres mesures que Renzi a prises qui sont en train de relancer un peu la croissance. Mais là, ça sert à améliorer la qualité des emplois en éliminant les excès. Parce que les excès de garantie empêchaient les employeurs d'embaucher à temps déterminé. C'est ça qui a fait le Job Act et c'est très positif. Il y a une même critique quand même envers Manuel Valls et Matteo Renzi. Ils favoriseraient trop les patrons au détriment des salariés. Mais ce sont les entreprises qui créent les emplois. Il faut qu'on arrête avec cette idéologie en France. Ça n'a aucun sens. Favoriser les patrons, je trouve que c'est un vocabulaire, je ne dis pas pour vous. Favoriser l'entreprise. Voilà, mais il faut que les entreprises aillent bien pour que les entreprises embauchent. Favoriser les entreprises, favoriser la création d'emplois, aider les travailleurs à avoir des emplois stables. Je crois que les trois choses vont ensemble. C'est les entreprises qui créent des emplois. D'accord, donc faut voir. Donc le Job Act, faut voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Ah, sûrement. Le verre est plus qu'à moitié plein. Il est à 3/4. Il y a une embellie économique qui est due aussi à des effets externes, la baisse du prix du pétrole. Non, il est dû à une reprise de compétitivité de l'économie italienne. Pour la France aussi, oui. C'est valable pour la France aussi. Non, mais je crois important pour les téléspectateurs français de souligner qu'on dit souvent que c'est une sorte de modèle allemand qui domine en Europe. C'est complètement faux. Si vous regardez quels sont les pays qui ont fait des réformes du marché du travail poussées, vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne, vous avez une partie du nord de l'Europe. Et dans tous ces pays, ça s'est amélioré. C'est surtout ça qu'il faut dire aux gens. Il faut avoir le courage de franchir cette étape de manière à ce que nos jeunes, notamment, retrouvent du travail. Le dernier mot ? Je suis d'accord. Je crois que la croissance repart si on fait des investissements. C'est là aussi que Renzi a fait beaucoup. Mais évidemment, pour que les entreprises investissent, il faut que le marché du travail soit un marché qui est acceptable. Est-ce qu'il ne va pas trop vite, Matteo Renzi, dans sa stratégie? Est-ce qu'il ne bouscule pas trop? Ah non, on a besoin d'aller vite. L'Italie a dormi un peu trop longtemps. Elle n'est plus la belle au bois dormant. Elle s'est réveillée. Elle marche assez vite. Je pense qu'elle doit courir. En tout cas, merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sylvie Goulard, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mercedes Bresso, d'être venue. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Ciao.